L'Australie ne se réduit pas à une immense plaine désertique. Sur la côte est s'étendent des collines recouvertes de vastes forêts d'eucalyptus. Si Paul O'Callaghan parcourt fréquemment ces montagnes, c'est parce qu'on y trouve un charmant petit ourson dont il est tombé amoureux, le koala. Cette passion est devenue un travail à temps complet. Paul s'occupe de la réserve de Lone Pine, qui abrite plus de 100 koalas en captivité. Et dès qu'il le peut, il s'échappe de la réserve pour parcourir la forêt à la recherche des koalas vivant en liberté. La plupart des animaux sauvages s'enfuient à l'approche de l'homme. Le koala, lui, bouge à peine une oreille et manifeste même parfois une certaine curiosité. Visiblement, il se croit en sécurité, perché sur son arbre d'où il ne descend que très rarement. Six mois après avoir commencé à les étudier, j'observais une femelle koala pendant que je lui donnais à manger. Elle était plus ou moins en train de me regarder et je suis soudain tombé complètement amoureux. J'ai su alors exactement ce que j'allais faire durant tout le reste de ma vie. Depuis que je me passionne pour ces animaux, je les trouve incroyablement intéressants, contrairement à ce que pensent la plupart des gens. Il y a toujours quelque chose de nouveau, ils font toujours quelque chose de différent. Ils peuvent dormir ou somnoler 20 heures par jour, mais pendant les 4 heures où ils sont éveillés, ils sont fascinants à observer. Pendant des milliers d'années, l'Australie n'était peuplée que d'aborigènes. Peu méfiants, les koalas étaient alors victimes des chasseurs qui les tuaient à coups de boomerang. Mais le massacre commence avec l'arrivée des Européens à la fin du XVIIIe siècle. Le joli pelage cendré du koala séduit d'emblée les premiers colons. Au commerce lucratif de la fourrure s'ajoutent les déboisages massifs et les épidémies. C'est ainsi qu'en un peu plus d'un siècle, le koala fut sur le point d'être rayé de la carte. À partir de 1930 seulement, les Australiens instaurèrent les premières mesures de protection de ce petit marsupial. Aujourd'hui, on estime qu'il en reste entre 50 et 80 000 dans toute l'Australie. Et 4 000 d'entre eux sont tués chaque année, notamment par des chiens ou des voitures. Paul se concentre surtout sur le comportement alimentaire du koala. Si l'on n'en trouve aucun dans les zoos européens, c'est parce que les nourrir est un véritable casse-tête. Ce marsupial consomme exclusivement des feuilles d'eucalyptus, un régime unique chez les mammifères. C'est en comprenant son alimentation que l'on pourra protéger son habitat et éviter ainsi son extinction complète. Grâce à son GPS, Paul repère et note sur une carte tous les endroits où il rencontre des koalas. Dans les zoos américains, on trouve des koalas car des forêts d'eucalyptus y ont été spécialement plantées pour les nourrir. Même en pleine nature, sur les centaines d'arbres à leur disposition, les koalas n'en choisissent que quelques-uns pour s'alimenter. Lorsque Paul observe les animaux en liberté, il prélève et analyse les feuilles dont ils se nourrissent. On ne sait pas exactement comment le koala arrive à faire la différence entre telle ou telle espèce d'eucalyptus. Mais une chose est sûre, il ne choisit pas au hasard. Les koalas vivant au nord de l'Australie, par exemple, ne mangent pas les mêmes feuilles que ceux du sud. Les chimistes ont découvert que l'arbre préféré des koalas, l'eucalyptus à sucre, produit de temps à autre de l'acide cyanhydrique dans ses jeunes pousses. 25 grammes de ces feuilles suffiraient pour tuer un mouton. Le koala, lui, décèle la présence de l'acide et s'en va voir ailleurs. Mais s'ils savent éviter les pièges de la nature, les koalas ne peuvent lutter contre l'urbanisation. Peu à peu, les villes mangent leurs forêts et les routes quadrillent leur territoire. Dans les zones où les hommes empiètent sur l'habitat des koalas, ces animaux sont soumis à une forte pression. Il y a les voitures qui les écrasent et les chiens qui les tuent. Ce sont les deux principales causes de mortalité sur les terrains envahis par l'homme.
La population est de plus en plus sensible au problème du koala. Sur la base aérienne d'Ambley, l'officier responsable de l'environnement prévient Paul dès qu'un animal est menacé. Ce qui malheureusement se produit très souvent, car les pistes de l'aéroport sont longées par des arbres peuplés de koalas. Aujourd'hui, il s'agit d'un bébé de quelques mois repéré dans les arbres au fond du terrain d'aviation. Sitôt averti, Paul se rend sur les lieux. On n'a trouvé aucune trace de la mère du bébé. Or, les femelles n'ont pas pour habitude d'abandonner leurs petits. Ces derniers ne deviennent indépendants qu'à l'âge de 11 mois et peuvent même rester encore quelques semaines de plus auprès de leur maman. Si le bébé est encore en vie, c'est qu'il est orphelin depuis peu de temps. L'officier emmène Paul jusqu'à l'endroit où il a aperçu le koala. L'empiètement des hommes sur les territoires des koalas crée un stress chez ces animaux. Certains d'entre eux développent des maladies dues au bruit. Les voitures, les gens qui marchent dans la forêt, les chiens qui leur aboient dessus, tout ça provoque une pression anormale. Et puis, il y a aussi la destruction des forêts. Ça oblige les koalas à changer d'endroit et à s'installer là où il y a déjà une autre population de koalas. Ça crée une sorte de stress social. Guidé par ses petits cris désespérés, Paul n'a aucun mal à trouver le bébé. À peine âgé de 8 mois, le koala ne paraît pas en grande forme, mais il est surtout complètement affolé. Paul décide de le ramener dans sa maison pour le nourrir et le remettre d'aplomb. Après cette convalescence au parc de Lone Pine, il le relâchera dans la forêt. Paul veille toujours à ce que les koalas ne se familiarisent pas avec le chien. Celui-ci est habitué à leur présence, mais lorsque ce bébé retrouvera sa liberté, il faut à tout prix qu'il continue de considérer les chiens comme des prédateurs, sous peine de se faire attaquer. Hey, little girl. Hey? No, 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 no. No, you can't come up. It's not a pet like you, sweetie. It's gonna be a wild little beastie one day. Toute la vie de Paul est organisée autour des koalas. Sa maison se transforme parfois en nurserie lorsqu'il recueille les bébés encore trop petits pour rejoindre les pensionnaires de la réserve. Hey? Le lendemain matin, Paul quitte la réserve en compagnie de Steve Phillips. Biologiste, Steve est responsable de l'Australian Koala Foundation. Cette organisation très importante dans le pays s'occupe de la protection et de la défense des koalas. Régulièrement, Paul et Steve partent en expédition dans des forêts dont la faune n'a pas encore été clairement identifiée. Ils veulent déterminer l'éventuelle présence de koalas dans ces secteurs. Ce travail de repérage consiste à localiser les territoires des koalas, puis à reporter ces données sur une carte. Lorsqu'ils tombent sur un groupe d'animaux, les scientifiques analysent aussi les différentes espèces d'eucalyptus poussant dans les environs, ce qui leur permet de préciser l'attrait des koalas pour telle ou telle sorte d'arbre. La meilleure façon de les trouver, c'est de repérer leurs excréments sur le sol. Ensuite, Steve marque l'arbre au pied duquel il a trouvé des traces de koala. Il inscrit la position exacte sur une carte et inspecte systématiquement les alentours. Tous les relevés sont ensuite méthodiquement reportés sur un atlas. « 941. 501. Yep. At 59. Steve travaille depuis des années à l'inventaire de tous les territoires de koala existants en Australie. Quelques minutes plus tard, Paul et Steve entendent les premiers cris des koalas. Chaque individu vit seul sur un petit territoire de quelques arbres. Mais cette zone d'activité empiète sur celle du voisin. Il y a donc des arbres contacts qui donnent lieu à des bagarres entre mâles.
ces endroits de contact sont aussi des lieux de reproduction. On comprend mieux alors que la destruction de certains arbres déstabilise complètement l'équilibre social d'un groupe. Le mâle dominant maintient une certaine cohésion entre les membres du clan. Son territoire recouvre ceux des femelles et des mâles subalternes. Mais à la saison des amours, d'octobre à février, il n'y a pas de frontières qui tiennent. Sous le regard attentif des femelles, les mâles reproducteurs passent leur temps à s'affronter dans des combats singuliers. Comme chez tous les mammifères, c'est la loi du plus fort. Le perdant doit se retirer et chercher ailleurs une femelle plus accessible. We should be able to get that, you think? Yeah, nice young male. The male's calling. En criant, le mâle dominant indique sa présence aux femelles. Les mâles subordonnés appellent occasionnellement eux aussi. Les femelles ont alors le choix de savoir où elles veulent aller. Elles ne répondent pas aux cris, mais choisissent le mâle avec lequel elles désirent s'accoupler. Les femelles sont sexuellement matures à 2 ans, mais les mâles, eux, s'accouplent rarement avant l'âge de 4 ans, le temps de devenir assez forts pour affronter les rivaux. Pendant la période de reproduction, ils sont très actifs et circulent en permanence sur leur territoire, repoussant leurs concurrents et s'accouplant avec toutes les femelles disponibles. Visiblement, celle-ci n'apprécie pas l'expérience. Pour Paul et Steve, il est temps de retourner à la réserve. Ils reviendront dans quelques jours avec du renfort pour essayer de les capturer et les soumettre à un examen médical. C'est dans la forêt qui longe la rivière Brisbane que se trouve le parc de Lone Pine, le plus grand sanctuaire de koalas de toute l'Australie. Paul dirige la réserve et travaille sur un programme de reproduction. Notre programme de reproduction à Lone Pine consiste à maintenir une population de 110 à 130 koalas. En ce moment, on en a 115, mais on est allé jusqu'à 139. Nous essayons de faire de cette population une bonne souche génétique. Nous maintenons un nombre stable de koalas pour nos propres travaux, mais aussi en vue de la sauvegarde de l'espèce en général. On connaît l'origine de tous nos animaux qui ont été trouvés sur un périmètre de 200 km autour de Brisbane. Ce qui signifie que si un jour on a besoin de relâcher des koalas dans la nature, on a une excellente souche génétique très stable qui nous permettra de le faire. Hey, how you doing? Haven't seen you for a little while. Ce petit vient de sortir de la poche de sa mère pour la première fois. Il a tout juste 4 mois et n'est pas encore complètement sevré. Look at that. Isn't that gorgeous? That's great. Okay, Bubby, you're looking good too. Paul peut facilement le reconnaître grâce à une marque blanche visible sur son dos. My way of telling that this is Whitney's baby. Tous les matins, Paul doit mettre un peu d'ordre dans la nurserie car pendant la nuit, les bébés se promènent un peu partout et se trompent parfois de maman. Les femelles ont très rarement des jumeaux, mais lorsque cela se produit, elles sont tout à fait capables de les nourrir car elles possèdent 2 mamelles à l'intérieur de leur poche ventrale. Ce petit nounours va bientôt être restitué à sa véritable mère. Comme tous les jours, Paul vérifie l'état de santé de ses animaux qui sont de constitution plutôt délicate. À l'âge de 5 mois, le petit se trouve encore dans la poche de sa maman. Trop faible encore pour supporter les pousses d'eucalyptus, il commence par manger des feuilles partiellement digérées, directement sorties de l'anus de sa mère.
Cette façon de s'alimenter explique pourquoi la poche des koalas, contrairement à celle des kangourous, s'ouvre vers l'arrière. Ce bébé et sa maman se portent bien. Mais il arrive parfois que certains koalas de la réserve aient besoin de recevoir quelques soins. C'est le cas de cette femelle que Paul va conduire à la clinique de Long Time. L'équipe médicale travaille dans l'enceinte de la réserve, ce qui permet d'intervenir rapidement en cas d'urgence. Cette femelle koala a des problèmes pour allaiter son petit. Son lait n'est pas assez riche et il faut la réhydrater régulièrement. À la naissance, les bébés koalas ne pèsent que quelques grammes. En fait, ce sont des prématurés qui continuent leur développement dans la poche de leur mère. Et lorsqu'ils quittent enfin ce nid douillet, c'est comme une deuxième naissance. Mais jusque-là, il est très important pour eux que leur maman soit en bonne santé. En langue aborigène, koala signifie « ne bois pas ». Et c'est vrai qu'ils se contentent généralement de l'eau contenue dans les feuilles d'eucalyptus. Le travail le plus difficile consiste à nourrir toute cette colonie de koalas. Pour subvenir à leurs besoins quotidiens, il a fallu créer une plantation d'eucalyptus. Les koalas sont vraiment des mangeurs très tatillons. On peut dire qu'il existe 800 différentes espèces d'eucalyptus en Australie. Et sur ce nombre, il y en a environ 200 qui sont comestibles pour les koalas. Mais comme ils choisissent en fonction de la croissance de chaque arbre, ils n'en mangent que 50 ou 60. Ce n'est pas seulement une question d'espèce, c'est qu'ils choisissent chaque arbre individuellement. Chaque koala adulte mange plus de 500 grammes de feuilles d'eucalyptus par jour, ce qui oblige Paul à en livrer plus d'1 tonne tous les matins. La tâche qui consiste à nourrir ces animaux quotidiennement est énorme. Je ne pense pas que les koalas puissent être de bons animaux domestiques. Ils ont un instinct sauvage qu'ils conservent toute leur vie. Ils n'ont pas de véritables interactions avec les hommes. Ils me connaissent, ils reconnaissent mon odeur, mais le seul moment où je communique vraiment avec eux, c'est lorsque je leur dis bonjour à la façon des koalas, en frottant mon nez contre leur museau. Le petit orphelin trouvé sur la base aérienne se porte mieux. Il rejoint ce matin les autres pensionnaires. Comme on peut le voir, il se porte mieux. J'espère qu'il va continuer à pousser pendant quelques mois. S'il le faut, je le ramènerai à la maison. Et si tout va bien, je le relâcherai un jour dans le bush. L'étude que Steve Phillips mène avec Paul comporte une deuxième phase. Après le repérage des koalas, les deux scientifiques reviennent dans la forêt avec une équipe de volontaires. Ils souhaitent capturer certains koalas sauvages pour effectuer quelques analyses. Grimper dans l'arbre à la poursuite du koala serait beaucoup trop dangereux, tant pour l'animal qui pourrait paniquer et tomber, que pour l'homme qui risquerait de se faire sérieusement griffer. La meilleure méthode consiste encore à brandir des drapeaux au-dessus de la tête du koala pour le pousser à descendre de son perchoir. Pas facile de guider l'animal vers le bas sans trop précipiter le mouvement et provoquer sa chute. Mais Paul, Steve et son équipe sont devenus très adroits en matière de capture. Lorsqu'il ne se sent pas en danger, le koala se déplace avec lenteur et dort les 3/4 du temps. Une façon pour lui de compenser le peu d'énergie contenue dans sa nourriture. Le koala se décide enfin à descendre. Les hommes se tiennent prêts à l'accueillir au pied de l'arbre. Il va falloir faire vite.
éviter les morsures, Paul enferme le koala dans un sac. Pendant ce temps, on dresse un hôpital de campagne dans le bush, ce qui permet d'intervenir rapidement sur les animaux. Le koala est maintenant dans les mains du vétérinaire qui tente de le contenir. Très énervé, l'animal va peu à peu céder à l'effet des gaz anesthésiants. Ce qu'on fait avec le vétérinaire, c'est qu'on commence par anesthésier l'animal pour qu'il n'ait plus du tout conscience de ce qui se passe autour de lui. Dès qu'il est inconscient, on fait un certain nombre de prélèvements. On vérifie son tonus musculaire, on note sa condition physique, on évalue son âge en regardant ses dents, on lui fait une prise de sang pour avoir le bilan de santé complet de l'animal. On regarde aussi la poche ventrale, les tétines, pour voir si l'animal a du lait, s'il a eu un bébé récemment. Avec tous ces relevés, on peut savoir pourquoi il vit dans ce secteur et à quel groupe social il appartient. Make that 1.5. Thank you. Ce petit koala va se réveiller maintenant. Et je suis là pour m'assurer qu'il se réveille bien gentiment. On le remet ensuite au pied de l'arbre où on l'a capturé. On lui a mis un collier émetteur, ce qui veut dire qu'on va pouvoir le pister pendant 1 an et saisir toutes les informations concernant ce koala. C'est-à-dire quels arbres il choisit, quel est son territoire précis et à quelle saison il change d'arbre. La situation du koala est certes préoccupante, mais pas désespérée. Comme Paul et Steve, les Australiens ont de plus en plus réalisé qu'ils sont en possession d'un trésor. Le koala œuvre pour la popularité de leur pays plus encore que n'importe quel prospectus d'agence de voyage. Sa survie dépend surtout de son habitat. On sait que les populations de ces petits marsupiaux peuvent atteindre des densités très élevées partout où leur nourriture favorite est suffisante. Mais du fait du déboisage intensif, les territoires des koalas se trouvent morcelés. Leur structure sociale se trouve brisée et leur nourriture diminue. La conservation du koala est donc une affaire d'équilibre entre leur territoire et celui des hommes. Le soleil commence tout juste à se lever sur le bush australien. Il ne fait pas encore trop chaud, il faut en profiter. C'est ce que font les kangourous et un homme qui vit à leur rythme, David Croft. Durant son enfance, David passait ses vacances en camping dans le bush. C'est là qu'il a découvert ces drôles d'animaux, symboles de l'Australie. Intrigué par ces étranges créatures et amusé par leurs gigantesques sauts et leurs queues gouvernail, David ne les a jamais oubliés. Après plus de 15 ans de recherche, David est devenu un spécialiste incontesté des kangourous roux. Aujourd'hui, il poursuit son étude à Follows Gap, dans le nord-ouest du pays. Un territoire semi-aride qui s'étend sur 39 000 hectares. Quand je campe, ce n'est plus pour des vacances. C'est pour pouvoir observer les activités des kangourous dès les premières heures de la journée. Toujours mobile, David lève le camp. Il veut partir à la recherche d'autres kangourous pour étudier de nouveaux comportements. Ici, dans le bush, il est rare de croiser un homme isolé. Les kangourous sont méfiants, ils se tiennent à distance. Les voitures sont plus fréquentes et les effraient beaucoup moins.
De mon véhicule, je peux m'approcher plus facilement. C'est donc à l'ombre et confortablement installé dans son siège que David effectue la plupart de ses observations. Step. Standing alert, licking forearms. Les kangourous roux sont les plus grands kangourous. Le mâle adulte peut atteindre 1,60 m et peser jusqu'à 90 kg. La femelle, elle, est 2 fois plus petite. Elle ne pèse qu'une trentaine de kilos. Durant la journée, les kangourous forment de petits groupes dont la composition change souvent. Herbivores, ils broutent avant qu'il ne fasse trop chaud. L'herbe est rare et souvent sèche. Les kangourous choisissent les brins les plus tendres en s'aidant de leurs pattes. Puis, ils les mâchent consciencieusement pour en extraire toute la substance. Ils ne dédaignent pas non plus les branches des buissons. Pour connaître les déplacements des kangourous, David relève régulièrement leur position. Pour cela, il utilise le radiotracking, un système largement employé par les chercheurs qui étudient la vie animale. Toutefois, sa méthode est assez particulière. Les points hauts sont rares dans le bush. David a placé une puissante antenne de réception sur un mirador. Cette technique lui permet de détecter des signaux beaucoup plus éloignés. Mes kangourous sont équipés de colliers qui émettent un signal radio. Le récepteur me donne la direction dans laquelle se trouvent les animaux que je recherche. Autre particularité, pour déterminer la position exacte du kangourou, David a installé un deuxième mirador distant de plusieurs kilomètres. Ingrid, son assistante, dispose du même équipement. Okay, let's take a reading on 210. Yeah, I got it. 210. Okay, David, I got her. She's on 303. Okay? En comparant les deux relevés, David peut déterminer la position exacte des animaux. Le soleil est plus haut dans le ciel et il fait nettement plus chaud. Les kangourous transpirent peu. Pour lutter contre la chaleur, ils se lèchent la face interne des avant-bras. C'est le seul endroit de leur corps qui n'ait pas de poils. Seules de petites veines courent sous la peau. La salive, en s'évaporant, rafraîchit le sang. Avec leurs grands pieds, les kangourous font partie de la famille des macropodes. Lorsque le soleil devient vraiment trop chaud, les kangourous arrêtent toute activité et essaient de trouver un peu d'ombre pour se reposer. Avant de se coucher, chaque kangourou se prépare un emplacement. Il creuse un trou ou gratte la surface du sol pour trouver un peu de fraîcheur et s'allonger plus confortablement.
Ils demeureront ainsi la majeure partie de la journée, somnolents à moitié. Durant la journée, les kangourous n'ont pas très bonne vue. Ils sont éblouis par la lumière. Pour détecter d'éventuels dangers, ils se reposent alors essentiellement sur l'ouïe. Leurs grandes oreilles captent parfaitement les sons. Elles sont perpétuellement en mouvement, indépendamment l'une de l'autre, et peuvent pivoter sur 180 degrés. David est inquiet. Bien que le soleil ne brille pas toujours, il n'est pratiquement pas tombé une goutte d'eau depuis plusieurs mois. Le lit de la rivière est complètement asséché. Il ne reste plus que quelques flaques d'eau. Les rares orages qui éclatent sont très localisés. Parfois, le sol est si chaud que la pluie s'évapore avant même d'avoir touché le sol. Cette année, de nombreux kangourous ne survivront pas. Il est probable que certains de ceux qui portent des colliers émetteurs disparaîtront. Pour observer les kangourous sans les déranger avec des projecteurs, David utilise une lunette de visée nocturne. L'image est obtenue en amplifiant électroniquement la lumière des étoiles. Janvier est la période de l'année où il fait le plus chaud. Les kangourous sont plus actifs durant la nuit. Ils recherchent la rosée et profitent des températures plus douces. La nuit, les kangourous voient très bien. Ils voient en noir et blanc. Ils ne sont plus éblouis par la lumière et peuvent se déplacer dans l'obscurité presque totale. Il y a 200 ans, les moutons ont été importés en Australie. Ils sont maintenant 70 millions sur le continent et représentent l'une des principales ressources du pays. Le déséquilibre occasionné par ces nouveaux arrivants a provoqué la disparition de plusieurs centaines d'espèces. Actuellement, l'écosystème est à peu près stabilisé, mais les hommes ont développé l'élevage des moutons dans d'énormes proportions. Ils ont installé des systèmes d'irrigation pour fertiliser de nouveaux territoires. Les grands kangourous ont bien sûr tiré parti de tous ces avantages et leur nombre s'est multiplié. On considère que chaque fois que la population des moutons double, celle des kangourous se multiplie par 4. Et les kangourous sont désormais considérés par les éleveurs de moutons comme des concurrents sérieux, aussi bien du point de vue de l'eau que de la nourriture. Chargé par le gouvernement australien de trouver une solution, David a eu une idée. En plantant de la végétation que ne mangent pas les kangourous, il sera peut-être possible de réguler naturellement la croissance de leur population et d'éviter d'avoir recours à des chasseurs professionnels. Progressivement, le nombre de kangourous devrait s'accorder avec les possibilités de nourriture. Le travail de David commence par une étude de la répartition moyenne des différentes plantes dans le bush. Pour cela, il a mis au point une méthode de recensement étrange.
David parcourt inlassablement de longues lignes droites à travers le désert en poussant une sorte de roue. À chaque fois que la pointe marquée par un index jaune atteint le sol, il enregistre le nom de la plante qu'elle a touchée. Le centre de recherche abrite une dizaine de chercheurs qui travaillent sur l'écosystème australien. David a ramassé sur le terrain des échantillons de crottes de kangourous. En les délayant, il parvient rapidement à isoler des fragments de végétaux non digérés. David peut ainsi identifier avec précision les éléments entrant dans le régime alimentaire des kangourous roux. Actuellement, il constate une nette augmentation de la consommation de plantes épineuses, sèches et peu nourrissantes. Les kangourous sont visiblement touchés par la sécheresse. Dans le camp, David possède plusieurs pensionnaires. Ce sont de jeunes kangourous orphelins. Parmi eux, Vic est le préféré de David. Vic, come on, little boy. Vic, here's your food. Here's your water. Grâce à David, Vic revient de loin. Marsupial, le jeune kangourou naît après seulement 33 jours de gestation. Alors il grimpe dans la poche maternelle, où après une longue et difficile ascension, il s'accroche à une tétine. Il y reste 8 mois pendant lesquels il termine son développement. C'est à ce moment que la mère de Vic a été tuée par une voiture. Le bébé était indemne. J'ai recueilli Vic et je l'ai élevé au biberon. Je l'ai même transporté dans un sac à dos pour le sécuriser. Aujourd'hui, il a 15 mois et il est en pleine forme. Les kangourous vivent dans un enclos qui les protège des chiens errants. Lorsqu'ils seront assez grands pour sauter la clôture, ils repartiront dans la nature pour vivre leur vie de kangourous sauvages. Dans la nature, les liens entre le jeune kangourou et sa mère sont très étroits. Même lorsqu'il sort de sa poche, le petit reste en permanence à côté de sa mère. Il a peu de contact avec les autres kangourous. Le couple mère-enfant est la seule unité sociale stable chez les kangourous. David veut savoir dans quelle proportion les kangourous profitent des points d'eau des moutons. Mais il lui faut des informations précises. David a une grande qualité, il est particulièrement inventif et bricoleur. Il a lui-même mis au point un système de surveillance automatique très ingénieux qui lui permet d'observer plusieurs abreuvoirs. Premier élément, un frigidaire dans lequel il protège un magnétoscope spécial. Une caméra tourne en continu et le magnétoscope enregistre une image toutes les 2 secondes. Durant la nuit, un éclairage automatique se déclenche à l'approche des kangourous. Les lampes sont rouges pour ne pas les effrayer. Pour rassembler des troupeaux de plusieurs milliers de têtes éparpillées dans le bush, les éleveurs utilisent des 4x4 et des motos.
ce remue-ménage n'est pas du goût de tout le monde. Au moment de leur fuite, les kangourous ne poussent pas de cris d'alerte, mais ils frappent violemment leurs pattes contre le sol pour faire un bruit caractéristique qui prévient les autres kangourous. Les kangourous roux peuvent atteindre des vitesses de pointe de 65 km/h. Leurs bonds en avant d'environ 1,50 m quand ils avancent normalement peuvent atteindre 9 mètres. Lors de la fuite, leur queue imposante leur sert de gouvernail et de balancier. Ce très vieux kangourou affaibli est venu tenter sa dernière chance au camp. Il n'a même plus la force de fuir. David est pessimiste sur ses chances de survie. L'herbe verte du camp lui permettra peut-être de vivre quelques jours de plus. Le lendemain, David trouvera son corps sans vie à proximité du camp. Ce mouton est devenu l'animal de compagnie des scientifiques qui travaillent ici. Au visionnage des cassettes de l'abreuvoir, les images sont fortement accélérées. David relève minute par minute le nombre, le sexe et l'espèce des kangourous voleurs d'eau. David savait que les kangourous venaient boire durant la nuit, mais la surveillance continue des abreuvoirs lui apprend qu'ils sont nombreux à venir se désaltérer en pleine journée. La sécheresse prend des proportions alarmantes. Ses effets se font nettement sentir sur le terrain. Hey, look at that. Oh, pourquoi il est mort, tu penses? Il a probablement été victime de la sécheresse. C'est un petit mâle, très maigre. Son corps a déjà été attaqué par les charognards. Des rapaces, sans doute. Avant, il y avait des prédateurs, mais il n'y en a plus à cause des moutons. Aujourd'hui, les animaux meurent à cause du manque de nourriture. Généralement, les vieux et les jeunes sont les premières victimes. Pour concevoir une nouvelle répartition de la végétation, David doit d'abord étudier l'état actuel des choses. Botaniste pas comme les autres, David a là encore mis au point une technique particulière. David et Ingrid choisissent au hasard des emplacements d'1 mètre carré. Chaque parcelle sera photographiée tous les mois pendant plusieurs années. David va pouvoir ainsi visualiser l'évolution de la végétation en fonction des saisons et mieux comprendre leur influence sur l'alimentation des kangourous.
Pour que la mesure soit valable, il faut photographier au moins une cinquantaine d'emplacements différents. La pluie arrive enfin, offrant aux plantes et aux animaux un nouveau bien-être. Bien qu'elle leur apporte l'eau dont ils ont besoin, les kangourous n'aiment pas du tout la pluie. Ils n'ont pas l'habitude. Ils se protègent des bourrasques comme ils peuvent, en se réfugiant derrière des buissons. Avec l'arrivée de l'eau, le bush revit. Les kangourous sont sauvés pour le moment. David peut reprendre ses observations. Cette femelle porte un petit dont les pattes dépassent de la poche. Prochainement, il fera ses premières sorties et apprendra les règles de vie qui régissent son espèce. David, lui, essaie de comprendre toutes ces lois, continuant à vivre son rêve d'enfant. Mais aujourd'hui, il espère que ses multiples recherches permettront à ce jeune kangourou de grandir dans un environnement où les rapports entre les moutons et les kangourous seront enfin harmonieux. Grazing, step, grazing, step, alert, hop, 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 hop.